Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette trêve publicitaire pour entamer bien évidemment avec notre tout premier invité, puisque nous allons faire le point sur l'approche historique sur le découpage territorial des pays de Grand Lac face à cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sera avec un éminent professeur historien, professeur Jean Kambaï, qui est mon invité ce matin. Bonjour, bienvenue professeur. Bonjour mon ami. Alors aujourd'hui on va aborder cette thématique très intéressante, à la fois très complexe sur la situation de la République démocratique du Congo, cette guerre, cette crise, l'Est de la République démocratique du Congo. Mais une question d'abord à titre pédagogique. Quand on évoque le concept Grand Lac, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand est-ce qu'on a utilisé ce vocable, ce terme pour la toute première fois? Ça veut dire quoi, Grand Lac? Il faudrait comprendre que, au point de vue géographique, il y a une façon de voir Grand Lac. Au point de vue historique, il y a également une façon de voir Grand Lac. Au point de vue géopolitique, il y a aussi une façon de voir le Grand Lac. S'agissant de notre pays, quand on parle de guerre de Grand Lac, ça ne veut rien dire. Parce que Grand Lac prend un concept beaucoup plus grand. Non, il ne faut pas mystifier les faits historiques, car ils sont têtus. Ils sont sacrés. Ils sont sacrés, ils sont têtus, ils sont sacrés, ils sont posés. Ce sont des scories de l'histoire. Ce sont des scories de la mentalité, de la mentalisation. Pour notre pays, il faut parler non pas de l'Est du Congo. Il ne faut pas mystifier. Il ne s'agit pas de l'Est du Congo, mon ami. Il s'agit de 3 pays. Essentiellement? Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. C'est 3 pays. C'est 3 pays qui, naturellement, se trouvent à l'Est. Mais il faut pointer. Mais dans la conception Oui. populaire, lorsque l'on parle de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est plus large, plus étendu par rapport à ce que vous venez. D'où la mystification. Nous pouvons voir ça sur la carte si vous Allez-y, voulez. on va voir. Alors Charlie va s'approcher pour que le professeur nous explique que bien évidemment sur cette carte, l'Est de la République démocratique du Congo, c'est quoi exactement, mais sur les faits. Voilà. On y va professeur. Regardez. Globalement, Oui, quand on parle de l'Est du pays, mais on prend l'Ouganda, hein, on parle de le Rwanda, le Burundi, on descend plus loin, Tanzanie, on Oui. va plus loin, Zambie. oui, Tout ceci Forme. même le Kenya, Aussi. même le Somalie, tout ceci prend l'ouest du pays. C'est gros. mais alors pourquoi Ce citer gros. essentiellement ces 3 pays? Non. En histoire, quand on parle de l'est du pays, c'est trop gros, c'est trop loin. Oui, Vous comprenez? C'est la même chose quand on parle de Proche-Orient. Oui. On cite les pays. Vous voyez? Oui. Quand on parle d'Asie du Sud-Est, on cite le pays. Quand on parle de l'Occident, on cite le pays. La guerre d'agression, je dis bien la guerre d'agression, nous aurons le temps de voir le pourquoi. La guerre d'agression dans l'Est de notre pays. L'Est de notre pays, c'est ceci, vous voyez. De la province orientale, vous passez par, vous voyez, tout ceci Oui. contient l'Est. Mais pour le cas d'espèce, la guerre la guerre d'agression, je dis bien, c'est le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. C'est cela, au point de vue historique et au point de vue géopolitique, en termes de restreint, il s'agit de ces 3 pays. Alors, on pose la question, pourquoi on se bat? Qui se bat? Pourquoi on se bat? Qui se bat? Quels sont les protagonistes? Parce que c'est que le peuple congolais doit connaître. Mais le peuple congolais n'est pas en guerre. Le peuple congolais se défend. Vous comprenez? Le se peuple défend congolais se contre défend. les envahisseurs. Contre les envahisseurs qui sont, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et tout le Pentagone le sait, la France le sait, nous sommes les premiers à ne pas le savoir.
le peuple congolais se défend contre l'agression de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Ce n'est pas le professeur Kambaye qui le dit le premier. Qu'il ne sait pas ça. Vous comprenez? On essaye un peu de mystifier ça. On a du mal à citer nommément ce pays. Alors pourquoi? Je vous pose la question. Pour des raisons profondes. Lesquelles? Nous aurons le temps. Simplement. Vous voyez que pour des raisons profondes. Ça veut dire, ces raisons sont, entre autres, la petitesse, l'esprit irrédent de ces pays-là. Regardez le Burundi. C'est un petit pays? C'est un petit pays. Est-ce qu'on peut se développer à cette dimension? Non, on se développe dans l'ensemble. Oui. Regardez le Rwanda. Est-ce que le Rwanda peut se développer? Il est encore petit? Il est encore petit. Regardez l'Ouganda. Est-ce que l'Ouganda enclavé peut se développer? Ils ont besoin de l'espace. Car, qui dit développement, dit main, esprit, tête et espace. Très bien. Alors, professeur, laissez-moi vous poser cette question. Oui. Le découpage des frontières à la conférence de Berlin dès 1885 serait la bombe à retardement de ce conflit? Naturellement, vous parlez de découpage. Non. Les conclusions pour régler les conflits entre les puissances, n'est-ce pas, occidentales s'est déroulé en 1885. Mais à ce moment-là, tout ce qu'on appelait royaume ici, les Bunyoro ici, tout ce qu'on appelait royaume ici, Luba, le royaume de Baluba, le royaume de Balundi, le royaume de Congo, Bayaka, Bakuba, tout cela. En 1885, ces royaumes étaient en déliquescence. Voici que les puissances impérialistes qui étaient en conflit entre eux, nous sommes en 1850 quelque part, où il y a le boom industriel qui s'est opéré. L'Europe va envahir en charcutant l'Afrique. Conclusion sur les querelles en charcutant l'Afrique. Alors, on s'est dit, on coupe la carte comme celle-là, exposée au mur. Alors, on est passé à travers. Alors, on a créé une frontière entre le Congo et le Rwanda, Oui. entre le Congo et le Burundi, entre le Congo et l'Ouganda. Et ces trois pays, jadis, le Rwanda et le Burundi appartenaient à l'Allemagne. Après la chute de l'Allemagne, ce pays a été confié à la Belgique. Oui. Vous voyez? À la Belgique. Ensuite, c'est devenu Congo belge et Rwanda Burundi. La frontière est passée entre ces trois pays, ces quatre pays, et puis est passée entre le Rwanda et le Burundi. Et la frontière est passée entre l'Ouganda et le Rwanda. Mais quand on charcute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sépare. Tout le peuple ici, Hutu, Nande, Ashi, Wunde, Nyanga, Riga, qui jadis formait un royaume, a été charcuté. Oui. Nationalité différente. Et encore, cette notion de nationalité doit être revue à cet endroit. Donc, sur le plan historique, l'impérialisme partageur, charcuteur, si je peux ainsi parler, a mal fait, a créé une situation malfaisante, une mauvaisure qui aujourd'hui... C'était à dessein? Je dirais à dessein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de richesse. Ils avaient besoin de richesse, ils avaient besoin de l'espace sur le plan géopolitique. Et Léopold II, par ses arguties diplomatiques, s'est taillé un gros morceau. Mais ce gros morceau, en même temps, cette chirurgie, n'est-ce pas, diplomatique ici de Léopold II, a créé des petits pays. Mais Oui. rendez-vous compte, mon ami, ces petits pays, dans un contexte contemporain, vont se développer comment? Très difficilement. C'est très difficilement. D'où la crise. D'où cette fonction spirituelle, intellectuelle du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, et pour lorgner et regarder à l'ouest, pour agrandir le territoire. Et ce territoire voulant s'agrandir, et compte tenu de ce principe de l'intangibilité de frontières,
consacré en 63 par l'unité africaine, compte tenu de sphères d'influence, ça c'est le Congo belge. Nous sommes devenus des Belges, mais Congolais. Ça c'est tantôt Afrique allemande, tantôt Afrique anglaise, etc. Et puis à un moment donné, nous sommes devenus Rwanda. Nation Rwanda, ça signifie quoi? Alors, Nation Congo, ça signifie quoi? Nation Burundi, ça signifie quoi? Alors à un moment donné, lorsque cet espace devient faible, et aujourd'hui, l'espace Congo est dirigé avec faiblesse, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et lorsque cet espace devient faible, au point de vue autorité, au point de vue leadership, au même moment, on compose un leadership fort. De l'autre côté, avec ces pays-là, vous voyez, automatiquement, on agresse quand on ajoute les richesses que cet espace regorge. Vous expliquerez facilement la guerre. Très bien. Professeur, c'est très bien compris. Mais au-delà de toutes ces explications que vous avez données, professeur, est-ce que vous pouvez nous donner en fait des repères précis pour comprendre exactement la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ah oui. Des repères. Premier repère, c'est le charcutage. Cette région-là, c'est le charcutage. N'est-ce pas? On a coupé sans savoir pourquoi on a coupé. Et quand on coupe des régions, on coupe en même temps des peuples. Hein? Le peuple Rwanda, vous le trouvez au Rwanda, vous le trouvez au Burundi, vous le trouvez également au-delà de notre frontière. On a coupé les peuples. Deuxième repère. Troisième repère, la petitesse et l'enclavement de ces pays. Petitesse du Rwanda, petitesse du Burundi, petitesse de l'Ouganda. Et la pauvreté, troisième repère, la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Là, quand vous parlez de la pauvreté, vous parlez toujours de la pauvreté du Rwanda, du Burundi et ces trois pays. En effet, mais pas la République démocratique du Congo. Pas du tout qui vous a dit que la République démocratique du Congo est un pays pauvre. Non, la pauvreté. Ça, c'est ce qu'on appelle repère. Ensuite, repère au point de vue démographique. Oui, tu regardez, ça fait 65 millions de personnes. Regardez cette étendue. 2 345 000 km², comparé à ce petit pays. Alors, quand vous plaquez ici des autorités faibles et affaiblies sciemment. Sciemment. Absolument. Affaiblies sciemment. Vous pesez vos mots? Je pèse mes mots et puis je suis responsable, je les assume. Quand ce pays était fort, alors fort, ce petit pays ne bougeait pas. On ne pouvait pas parler d'agression. Même si ici c'était un ventre, on ne pouvait pas parler d'agression. Mais quand le pays ici, le gros pays de 2 345 000 km², a été affaibli par les puissances internationales et par les puissances à l'intérieur, pour des raisons qu'on connaît, et pour agrandir le territoire, le petit territoire du Rwanda, le petit territoire du Burundi et le petit territoire de l'Ouganda vers Ituri, etc., à ce moment-là, l'agression a commencé. Parce que je repose encore la question. Qui se bat? Et contre qui? Contre qui le Rwanda se bat? Allons-y, professeur, donnez-nous en tout cas des réponses à ce sujet. Mais je vous dis, s'il n'y a pas de réponse, ça dit quelque part, il y a mystification. Il n'y a pas guerre. Il n'y a pas guerre entre des nations. Il y a guerre entre les corpuscules anglophones autour du président ougandais, autour du président burundais, rwandais, n'est-ce pas, pour pouvoir agresser. Mais qui agresse? Regardez, vous avez eu ce groupe-là de Gunda Touareg. Ben, il est de quelle nationalité? Vous comprenez, je ne vous pose pas de questions. Il est de quelle nationalité? Ce sont des questionnements. Vous allez comprendre sa nationalité en connaissant là où il est aujourd'hui. Tanganda, il est de quelle nationalité? L'autre là, M23. Les gens qui composent ce mouvement sont de quelle nationalité? Alors, est-ce que vous voyez là, les Congolais ont organisé une armée pour se battre? Il y en a bien sûr, mais ils se posent la question, mais pourquoi nous nous battons? Qui se bat? Qui fournit les armes? Quel pouvoir de Kinshasa va combattre? D'abord, il combattrait pourquoi? Parce que les Congolais sont tranquilles, mon ami. Exact. Donc, si on nous agresse, alors à ce moment-là, nous étant affaiblis au point de vue armé, au point de vue pouvoir fort, alors le ventre de l'Est